Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau panel d'experts organisé en plein cœur du Parlement européen, ici à Bruxelles, par Debating Europe, qui est l'unité d'engagement citoyen du groupe de réflexion Friends of Europe. Fin 2023, dans le cadre du projet baptisé 2024 Voices, plusieurs enquêtes ont été menées auprès de 2000 citoyens venus de 7 pays de l'Union européenne, dont la France. Une démarche qui s'inscrit dans l'objectif de Friends of Europe de concevoir un contrat social renouvelé. Aujourd'hui, le panel a pour but de débattre du résultat de ce travail dans l'idée de formuler à terme des recommandations pour le nouveau mandat de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler du thème des nouvelles technologies avec une question centrale. Comment peuvent-elles stimuler la croissance économique et la productivité pour tous? Et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau différents experts et décideurs politiques. Sandro Gozzi, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes député donc au sein de ce Parlement européen, affilié au groupe centriste Renew. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés aujourd'hui sur ce plateau, Benoît Tabaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques de Google France. Merci également d'être ici avec nous aujourd'hui. Et nous sommes rejoints en ligne par Stella Morabito. Vous représentez l'AFNUM, qui est le syndicat des industries du numérique. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être ici aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Sandro Gozzi, si vous voulez bien, avec une question importante qui préoccupe les citoyens qui ont participé donc à nos groupes de discussion. Comment faire pour que la transition numérique soit inclusive et qu'elle ne laisse personne finalement au bord de la route? Oui, tout d'abord, moi je crois que la transition numérique et l'intelligence artificielle sont la plus belle opportunité pour l'humanité dans notre époque. Donc, je suis en général extrêmement positive et optimiste vis-à-vis de cela. Pourquoi il y a des réticences? Pourquoi il y a des craintes? Parce qu'on ne la connaît pas et parce qu'on n'arrive pas à rentrer dedans cette dimension des nouveautés, des distances, de ce qui représente l'intelligence artificielle. Donc, je crois qu'il faut faire deux choses avant tout. Après, on peut peut-être revenir. La première, rassurer. Et pour rassurer, il faut dire à nos citoyens, on s'occupe de vous, on s'occupe de vos craintes et on s'occupe des risques que l'intelligence artificielle peut provoquer. Et c'est ce qu'on a fait avec la loi sur l'intelligence artificielle qu'on a adoptée au Parlement européen dans la dernière mandature et sur laquelle on est en train de travailler pour la mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé les risques inacceptables par rapport à notre modèle de société, par rapport aussi à un modèle que nous voulons le plus possible inclusif. Et je crois que c'était très important. Parce que du moment où on est convaincant sur l'élimination des risques, on peut être aussi convaincant sur la dimension des opportunités. Opportunités qui doivent être pour tous. Et donc, il y a un gap, des obstacles territoriaux sur lesquels il faut absolument travailler au niveau public et au niveau privé. Il faut encourager, par exemple, les entreprises de télécommunications à investir sur des réseaux à haut débit pour que tous les territoires français, comme d'autres États membres, soient couverts. Et donc, concrètement, l'intelligence artificielle soit accessible à tout le monde. Donc, il y a une dimension de justice, de cohésion et d'inclusivité territoriale. Et il y a un sujet de justice, de cohésion et d'inclusivité dans la formation et qui concerne l'école, mais concerne aussi l'entreprise. Et il y a une troisième dimension, la cohésion intergénérationnelle. Ça ne doit pas être une question seulement pour les jeunes. Ça doit être une question pour tous les citoyens dès maintenant. Donc, disons, les troisième âge, les travailleurs plus âgés, les retraités, etc., doivent être particulièrement accompagnés et rassurés. C'est un défi énorme, mais c'est un défi que nous devons absolument aborder. Je crois que nous avons la volonté et les instruments pour le faire. Ok, rassurer les citoyens, donc on a bien compris votre message. Je me tourne vers vous maintenant, Stella Morabito. Selon vous, comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent finalement stimuler la productivité et la croissance, mais pour tous, sans que personne ne soit laissé pour compte finalement?
Eh bien, donc, à la FNUM, on représente les industriels du numérique. Alors, par industriels du numérique, j'entends les fabricants de hardware, qu'il s'agisse de produits grand public connus comme les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs, les appareils photo, mais aussi pour les professionnels, donc tous les appareils qui rentrent, par exemple, dans des data centers, des serveurs, ou alors dans des réseaux d'infrastructures, on vient d'en parler. Et donc, mon approche, elle est un peu de ce fait industrielle, mais vous allez comprendre en quoi j'ai pris en compte les préoccupations qui étaient exprimées, entre autres, par les citoyens dans cette enquête, Voices 2024. Et une des principales préoccupations était en fait le changement climatique. Donc, comment mesurer et limiter les impacts environnementaux, en particulier, disaient les citoyens, liés au transport, à la mobilité et à l'utilisation d'énergie fossile. Donc, si on voit cette problématique-là, on la prend par le prisme de l'industrie, en fait, on peut voir qu'avec les technologies, alors il n'y a pas que l'IA, hein, l'IA souvent dans l'industrie, elle est utilisée avec d'autres technologies, avec les objets connectés notamment, c'est eux qui produisent la donnée, avec la 5G, donc des technologies mobiles, et avec du edge computing, c'est ce que j'appelle le quatuor de l'innovation technologique. Ces 4 technologies utilisées ensemble peuvent être utilisées dans l'industrie pour réduire de manière importante justement l'impact, l'empreinte environnementale. Je vais vous donner quelques exemples, ça sera plus clair. Si on prend par exemple les transports et notamment les flux logistiques, nous avons beaucoup de ports commerciaux en Europe. Je vais prendre 2 exemples qui sont le port de Rotterdam et le port de Livourne, où certains des membres de la FNUM ont déployé des systèmes impliquant de l'intelligence artificielle. À Rotterdam, c'est 42 km de longueur du port. Vous avez des bateaux qui accostent à tout moment. Vous avez du chargement et déchargement de conteneurs et vous avez du trafic, y compris de véhicules autonomes, tout le long du port. Eh bien, à Rotterdam, l'utilisation des nouvelles technologies, dont l'IA, va permettre de réduire de moitié les émissions carbone du port d'ici 2030. À Livourne, l'expérimentation, on va dire, la mise en place est déjà finalisée. Et donc, on a pu déjà mesurer les réductions d'impact. Donc, grâce à la mise en place d'IA, de systèmes d'IA couplés à de la 5G sur le port a pu réduire ses émissions de CO2 de plus de 8%. Il a augmenté la productivité de 25% avec une économie de 2,5 millions d'euros. Donc, tout ça est très concret. Si on passe maintenant à des exemples qui sont plus proches des citoyens, donc dans les villes ou les territoires connectés, eh bien, par exemple, la ville d'Angers, ici en France, est en train d'expérimenter un système de feu connectés et dont donc les flux d'informations sont analysés par l'IA pour fluidifier le trafic. Qui dit fluidification du trafic dit éviter des embouteillages et en évitant des embouteillages, bien évidemment, on réduit les émissions non seulement de CO2, mais aussi de particules fines dans l'atmosphère. Et tout ça couplé aussi à des parkings connectés. Il y a un cas très concret sur la ville d'Angers qui a développé des feux de signalisation connectés dont en fait le flux d'informations est analysé par l'IA pour fluidifier au maximum le trafic. Et en fluidifiant le trafic, mais forcément, vous réduisez les embouteillages. Et qui dit réduire les embouteillages, dit réduire l'émission de CO2 et de particules fines aussi dans l'atmosphère, ce qui va bien évidemment à l'avantage des citoyens, des habitants du territoire, qui ont donc beaucoup moins de pollution. Et un dernier exemple peut-être, qui concerne plutôt des bâtiments de bureaux. On a en France Schneider Electric qui a regroupé beaucoup de ces sites dans un seul bâtiment connecté où en fait il y a des capteurs un peu partout qui permettent à la fois de capter des facteurs atmosphériques, ça peut être la température externe, l'hygrométrie, etc. et de les matcher en fait avec les présences à l'intérieur du bâtiment. Donc lorsque par exemple les gens sont en télétravail, le système peut éteindre le chauffage, la production d'air conditionné, etc.,
pour des plateaux entiers, puisqu'il est capable de détecter voilà, s'il y a des présences et bien évidemment d'adapter la température, l'air conditionné, l'eau chaude aux besoins du bâtiment, en réalisant en fait des réductions très très importantes de consommation énergétique. Donc, c'est autant d'exemples concrets de comment pour le citoyen travailleur, pour les citoyens dans les villes où la logistique peuvent être impactés positivement par l'utilisation raisonnée de systèmes d'IA couplés à d'autres technologies de pointe. Et donc, effectivement, Sandro Gozzi disait qu'il est optimiste. Moi aussi, je suis techno-optimiste et je pense que les technologies peuvent être utilisées notamment pour réduire l'empreinte environnementale de nos sociétés et nos systèmes de production. Merci beaucoup en effet pour ces exemples très concrets. Je me tourne vers vous, Benoît Tabaka, sur donc, ces opportunités liées aux nouvelles technologies, mais aussi sur cette question de l'inclusion numérique. En fait, si on résume un peu l'IA, c'est quoi l'IA, l'intelligence artificielle? C'est une innovation au service du progrès. Pendant très longtemps, on a innové, on a développé énormément de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles technologies, mais sans forcément se poser la question de l'impact que ça peut avoir. Et en particulier, de se dire finalement, est-ce que ces innovations changent quelque chose? Avec l'IA, on a atteint un point d'inflexion parce qu'on est capable véritablement d'atteindre ces fameux objectifs de développement durable que s'étaient fixés les Nations Unies et de tendre vers le progrès, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'alimentation, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière aussi finalement de développement économique. Et il faut vraiment avoir en tête que c'est ça l'IA. L'IA, c'est une nouvelle outil technologique qui va être aussi bien déployé dans le domaine médical. On travaille par exemple, nous, nos équipes de recherche travaillent avec l'Institut Curie aujourd'hui sur des questions de cancérologie et de voir comment l'IA peut permettre de détecter le plus en amont possible éventuellement des cellules cancéreuses dans des mammographies. Et on va avoir un travail, et effectivement, Stella parlait de l'impact environnemental, de travailler avec des compagnies aériennes pour réduire les émissions, de travailler également avec énormément d'industries pour optimiser des flux, pour détecter, par exemple, comment produire de l'énergie éolienne grâce à la prédiction de météo, donc plein d'éléments comme ça. Mais je reviens effectivement à la question de l'inclusion. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, on parle beaucoup des applications économiques. Il y a un vrai potentiel économique. On estime que selon les pays européens, c'est peut-être d'ici 10 ans, 10 points de PIB qu'on va être capable de gagner grâce à l'IA, mais à une seule condition. Et effectivement, monsieur le député le disait, en termes de formation, il y a un enjeu, c'est que tout le monde l'utilise. Tout le monde, c'est-à-dire que partout, et en France notamment, dans tous les territoires, que tout le monde s'accapare ces outils technologiques. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui que l'on a avec l'intelligence artificielle. On a un enjeu de formation, de montée en compétences, parce que c'est grâce à ça qu'on gagnera effectivement les acteurs économiques, mais aussi la société en compétitivité, qu'on va être capable de savoir comment utiliser l'IA au quotidien, que ça soit à la maison pour préparer des vacances, que ça soit je suis une PME, un TPE, je suis un coiffeur, je suis un chocolatier, comment je peux m'aider avec l'IA à préparer mes campagnes de communication sur Internet, comment j'arrive à optimiser mes flux de production et comment à la fin j'arrive à grandir. Et c'est vrai que l'enjeu crucial, c'est celui de l'éducation, c'est celui de monter en compétences et c'est celui, vous avez prononcé le terme d'inclusion. Souvent, je préfère parler d'exclusion. Le risque que l'on a, c'est non pas un risque d'inclusion, c'est un risque d'exclusion, d'exclure énormément de personnes de ce bénéfice-là. Il faut attaquer tout le monde, adresser tout le monde, faire monter tout le monde en compétences. Nous, ce que l'on fait par exemple en France, on a un programme qui s'appelle Google Atelier Numérique. On accompagne des PME, des TPE dans tous les territoires, de la Corse jusqu'à la Polynésie française, jusqu'au nord de la France. Et effectivement, on les accompagne pour permettre à une PME, une TPE de savoir utiliser l'IA. Mais aujourd'hui, on le fait également aujourd'hui avec France Travail, parce que l'IA, c'est aussi un outil au service de personnes qui sont en recherche d'emploi pour les aider à préparer un CV, ou tout simplement face au syndrome de la page blanche, juste les aider à se lancer pour écrire une lettre de motivation. Alors justement, je voudrais qu'on parle de l'adaptation à ces nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Comment, selon vous, Benoît Tabaka, la France peut-elle équilibrer les avantages et les risques liés à l'intelligence artificielle ? Et le premier élément, c'est l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire tant que vous ne connaissez pas la technologie, tant que vous ne comprenez pas d'une certaine manière comment la technologie fonctionne, vous ne pouvez pas équilibrer ces risques et ces opportunités. Les opportunités, on l'a dit, sont énormes. Des points de PIB, c'est la capacité de générer entre 1,2 à 1,4
trillions, donc milliers de milliards de revenus supplémentaires pour le budget européen. C'est effectivement la capacité aussi pour les différents emplois d'être augmentés d'une certaine manière. Au quotidien, vous allez pouvoir utiliser l'IA sur votre lieu de travail pour vous aider à rédiger un email, vous aider à synthétiser un document, vous aider à mettre en forme des choses et gagner comme ça effectivement en compétitivité. Face à cela, Monsieur le député en parlait aussi, on a un certain nombre de risques et là c'est aussi la responsabilité des acteurs face au public, face aux États. C'est l'obligation, par exemple, qui est fixée aujourd'hui dans le règlement sur l'IA en matière de labellisation de contenu généré par l'IA. On doit donner la capacité au grand public de savoir que la vidéo qu'ils sont en train de regarder ou l'image qu'ils sont en train de regarder n'a jamais existé. Parce que par rapport à ce qu'on connaissait auparavant en matière de photomontage, c'était des choses qui étaient collées ensemble. Là, pour la première fois, une technologie permet de mettre en scène des personnes vivantes dans des situations qui n'ont jamais existé. Et ça, il y a un besoin d'éducation, d'information, et c'est là où les États ont un rôle à jouer, et c'est là où il y a un travail à gérer les risques, c'est-à-dire imposer des obligations, notamment pour gérer les risques les plus importants, et c'est l'objet du règlement sur l'IA, l'IA Act, mais également, derrière, c'est embrasser toutes les opportunités qui sont offertes, et là, c'est monter en compétences, encourager les entreprises, les individus à l'utiliser. L'IA a atteint un point d'inflexion il y a à peine 1 an. Ça s'accélère. On est au tout début de la courbe, mais la courbe, elle est exponentielle. Et c'est maintenant qu'il faut le saisir. Demain, il sera trop tard. Très bien. Alors justement, sur cette question d'éducation, Sandro Gozzi, peut-être une réaction à ce que disait Benoît Tabaka. Comment, selon vous, veiller à ce que les travailleurs soient préparés à ce changement numérique ? Il me semble que quand vous allez dans les entreprises, ça m'est arrivé de rencontrer des représentants, par exemple, de la Société Générale qui est en train de travailler dans le Nord sur un projet pilote de formation à l'intelligence artificielle de leurs employés. Quand vous demandez aux employés, ils sont très prenants, ils demandent à être formés. Et donc, je crois qu'absolument, il faut encourager les entreprises à aller vers la formation professionnelle à l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a pas mal d'instruments aussi européens qui peuvent être utilisés. Les fonds sociaux européens, dans sa nouvelle génération, dans sa nouvelle version, est là aussi pour aider la promotion des programmes de formation professionnelle. Il faut numériser l'apprentissage. Il faut énormément travailler au niveau de l'éducation nationale. Je ne crois pas que la question soit est-ce qu'on peut utiliser ou pas emmener ou pas les iPhones, les téléphones mobiles dans les écoles. Ça me semble assez terre à terre ce débat, mais comment nous pouvons éduquer à l'intelligence artificielle aussi dans nos collèges et dans nos lycées, et pas nécessairement dans les lycées professionnels, mais dans tous les lycées. Je crois que ce sont les questions que nous devons poser. En faisant passer un message qui, selon moi, est fondamental, nous voulons une intelligence artificielle humaniste. Nous voulons que finalement, à la fin, soit l'homme ou la femme, je veux dire, qui décide comment évaluer un travailleur, comment évaluer un employeur, que dans l'utilisation dans les lieux publics, finalement, il y ait une décision humaine. Il ne faut pas tout confier à la machine. Et je crois que si on est efficace dans ces messages, on va rassurer pas mal des gens, parce qu'il y a encore des couches de notre population qui sont inquiètes parce qu'ils ne connaissent pas. Et parce qu'ils pensent qu'on délègue à la machine, c'est que finalement, des décisions qui à la fin doivent revenir à l'homme, qu'il s'agisse d'une évaluation d'un grand concours, une évaluation des élèves, une évaluation sur un parcours professionnel d'un employé, une promotion. Finalement, l'intelligence artificielle peut nous aider à trouver notre parcours professionnel le plus adapté à l'intérieur de l'entreprise, mais à la fin, les décisions doivent être des décisions qui relèvent de la personne humaine et pas de la machine. On va vous rejoindre en ligne maintenant, Stella Morabito. Comment, selon vous, ces évolutions technologiques peuvent modifier finalement la nature du travail et comment faut-il soutenir et accompagner ces changements ? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'appréhension aujourd'hui. Monsieur Gozzi le rappelait, de la part des travailleurs, notamment dans certaines industries. En particulier, les métiers de l'industrie culturelle sont particulièrement préoccupés en fait des changements que pourrait induire l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative sur leur métier. On sait de la grève des scénaristes d'Hollywood, ce n'est qu'un exemple.
Et il y a effectivement des métiers, si on prend voilà, les industries créatives, on peut penser à certains types de photographes, par exemple ceux qui font des photos d'ambiance, qui revendent à des banques d'images. Ben oui, c'est sûr que très facilement ou relativement facilement, on pourra produire des images similaires par intelligence artificielle. Bon, il y a un point positif que nous donne le rapport du Comité pour l'intelligence artificielle en France, qui a été piloté par Anne Bouvreau et Philippe Agueux, qui a étudié en profondeur ces questions et qui a pu déterminer qu'il n'y aurait que 5% des emplois d'un pays comme la France qui seraient directement remplaçables par de l'IA. Tous les autres, en fait, auront toujours besoin de l'intervention humaine. Ce qu'on peut dire, y compris dans l'exemple du photographe d'ambiance que je faisais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on voit l'IA comme une menace ou aussi comme un outil? C'est-à-dire que peut-être que le métier de ce photographe, en fait, ne disparaîtra pas du tout. Les besoins resteront existants et n'importe qui ne pourra pas se remplacer à un professionnel. Si vous avez fait l'essai comme je l'ai fait, vous savez que ce n'est pas si simple finalement de produire une belle image simplement avec un prompt si on s'y essaye pour la première fois et si on ne monte pas en compétence. Donc, l'outil de ce photographe sera peut-être pas dans le futur, ne sera plus un appareil photo, mais sera un système d'intelligence artificielle et tout son art, en fait, ça sera de traduire l'art visuel qu'il veut faire passer par un prompt qui sera son prompt et qu'un autre ne pourra pas faire aussi bien. Donc, en fait, il faut voir, à mon sens, beaucoup de métiers qui seront certainement transformés par l'IA, mais qui deviendra aussi un outil et non pas forcément voilà, quelque chose qui va remplacer ce que l'humain peut faire. Là où j'abonde dans le sens de M. Boisy, c'est l'importance de deux choses. La formation, c'est-à-dire que si on veut se prévaloir de cet outil de manière efficace et pour augmenter justement la productivité et se consacrer à des parties plus plaisantes et plus intéressantes du travail de chacun, eh bien, il faut être correctement formé. Formé pour les jeunes, certainement au moment de leurs études, et donc il faudra faire évoluer les formations pour que les jeunes soient de plus en plus et de mieux en mieux formés à ces outils, jusqu'à ce qu'on passera à la génération des AI natives, mais ce n'est pas encore le cas. Et ça sera très important aussi de former toutes ces populations qui sont en reconversion et qui aujourd'hui n'ont pas accès forcément à ces technologies. Donc ça sera une manière et un moyen pour le faire. Pourquoi pas les femmes? Pourquoi pas des seniors? Et justement des personnes en reconversion. Et l'autre chose qui est très importante, c'est le dialogue. C'est-à-dire que, y compris dans l'entreprise, là où on veut instaurer des systèmes d'IA pour justement augmenter la productivité, faciliter le travail, il sera important quand même d'en parler avec les personnes concernées parce que compréhension veut dire acceptation. On le voit très bien sur une autre technologie qui est la 5G industrielle. Lorsque vous décidez de déployer un système de 5G privé sur un site industriel, la première réaction que vous avez des salariés, c'est quels vont être les impacts sur ma santé. Est-ce que le niveau des ondes ne va pas augmenter de manière dramatique? Et donc, est-ce que je ne risque pas d'avoir un impact sur la santé? Une fois que les mesures sont faites sur site et qu'on se rend compte, par exemple, que un déploiement équivalent en Wi-Fi aurait des impacts de 30 à 50% plus important qu'un système de 5G. En fait, on a dépassé cet écueil via le dialogue et via l'information et on peut passer au déploiement. Et une fois qu'un site est déployé en 5G privé, on a des exemples très concrets. On était chez ArcelorMittal qui a déployé tout son site de Dunkerque en 5G, qui a couvert son site en 5G. Et les salariés qu'on a interrogés nous ont dit, mais tous les jours, il y a des membres de l'équipe qui ont de nouvelles idées de nouveaux cas d'usage qu'on pourrait mettre en œuvre, puisque désormais le réseau est là. Et donc, autant s'en prévaloir pour améliorer les conditions de travail sur différents pôles d'activité
au sein du même site industriel. Donc, c'est un exemple qui n'est pas en IA, qui est sur la technologie 5G, mais j'ai dit qu'elles sont souvent déployées ensemble dans l'industrie et qui donne vraiment la mesure de comment le dialogue est crucial et comment l'information, la formation, le dialogue veulent dire aussi acceptation, compréhension et se prévaloir de l'IA comme outil et ne pas le vivre ou le subir comme une menace. Alors, il y a un autre domaine sur lequel l'intelligence artificielle pourrait avoir un effet, c'est l'équilibre entre la vie privée et le travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Tabaka ? La question, effectivement, de l'équilibre, cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle autour de l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Déjà, le premier élément, c'est que aujourd'hui, on discute de l'intelligence artificielle, on parle de l'intelligence artificielle au quotidien. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si je reprends l'exemple de Stella avec le photographe, lorsqu'il prend son appareil photo et qu'il zoome et qu'il a un focus qui est mis sur la tête de quelqu'un dans l'objectif, c'est déjà de l'IA. L'IA est déjà dans les différents outils, l'IA est déjà présente en fait. Et beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils utilisent l'IA au quotidien. L'enjeu aujourd'hui, en fait, entre l'IA et la vie professionnelle et l'équilibre vie perso et vie pro, il va venir en fait des gains. Tous les emplois vont d'une manière ou d'une autre être impactés par l'intelligence artificielle. On estime que beaucoup d'emplois vont être améliorés, j'en parlais juste avant, plus de 70% des emplois vont sans doute être améliorés grâce à l'IA. On a aussi un certain nombre d'emplois, de tâches qui vont être déplacées. C'est-à-dire que avant vous faisiez par exemple de la mise en forme de documents, l'IA va être capable de gérer cette mise en forme de documents de manière beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire, et notamment en termes de vie professionnelle, vie personnelle? Un élément, c'est que l'IA peut permettre de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, à terme, lorsque l'IA sera intégrée sur le lieu du travail, c'est peut-être 70 heures par an que vous allez gagner parce qu'en tant que salarié, vous allez utiliser l'IA au quotidien et éliminer des tâches qu'auparavant vous faisiez. Et donc, 70 heures, c'est potentiellement du temps que vous allez pouvoir utiliser pour faire autre chose. Et notamment, passer du temps avec votre famille, passer du temps quelquefois même à réfléchir et à se détendre. L'autre élément, et je vais vous donner un exemple très concret qu'on a pu faire, alors c'est aux États-Unis, mais ça donne un peu l'idée. Un des aspects auxquels on s'était rendu compte, c'est que dans beaucoup de cliniques et d'hôpitaux américains, il y avait un fort taux de burn-out. Les médecins, à un moment, se mettaient en arrêt parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer l'ensemble. Et donc, on s'est dit, faisons un pilote et voyons comment l'IA, mise en œuvre dans un monde hospitalier, peut être utile. Et en fait, pas du tout dans la partie de la pratique médicale, mais dans la partie administrative. Et donc, l'IA est intégrée, a permis de gérer, par exemple, un certain nombre de tâches administratives, d'enlever des tâches administratives à des médecins. Ça a eu deux effets. Un, les médecins ont pu passer plus de temps sur leur cœur de métier, s'occuper du patient, le soigner. Et deux, ça a limité et réduit de manière considérable le nombre de burn-out, puisqu'en fait, toute la pression administrative a été réduite de manière très forte. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est que l'IA, et vraiment pour revenir aussi à ce que disait Sandro Gozzi en disant c'est avant tout l'humain au milieu, c'est un outil qui va être un outil à l'aide, qui va apporter de l'aide aux humains, aux femmes et aux hommes. On va remettre l'humain au centre. C'est véritablement comme ça qu'il faut voir l'IA, une technologie avec un humain au centre qui va l'aider et qui effectivement va avoir des effets positifs aussi sur une vie personnelle. Et vous allez voir, vous allez utiliser de plus en plus l'IA également dans votre vie de tous les jours. Alors ça, Sandro Gozzi, ça représente une opportunité incroyable pour les citoyens, gagner du temps pour sa vie personnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. La condition, c'est que ce ne soit pas l'humain remplacé par l'algorithme, mais l'algorithme et la nouvelle technique générative, etc., au service des meilleures vies, d'une meilleure qualité de vie, des meilleures entreprises, des meilleures administrations de l'humain. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Je vous donne des exemples. Le télétravail peut être sans doute facilité par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut nous aider à concentrer le travail qu'on doit faire une semaine en 4 jours. Donc, ce sont des pistes qu'on doit sans doute explorer. Mais à la fin, il faut que dans l'entreprise, dans l'administration publique, il y ait des moments où il y a aussi les contacts humains. De penser, de gérer une entreprise, de gérer une administration publique avec des gens qui sont aux quatre coins de la France et qui ne se voient jamais, qui ne se rencontrent jamais, je crois que ça ne soit pas une bonne façon de gérer une administration d'entreprise. Par contre, utiliser l'intelligence artificielle pour mieux trouver un nouvel équilibre, un meilleur équilibre
entre la dimension privée et la dimension d'entreprise au public d'un travailleur, d'un employé, d'un fonctionnaire, je crois que c'est absolument quelque chose sur lequel nous devons travailler ensemble. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce panel sur les enjeux des nouvelles technologies dans le monde du travail. Je vous rappelle que ce débat fait partie de l'étude 2024 Voices de Friends of Europe. Le but de ce travail est de présenter aux décideurs politiques et aux experts les réflexions des citoyens. Alors n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à nous suivre sur LinkedIn et X. Et si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre sur notre site debatingeurope.eu. À très bientôt pour d'autres discussions.